Je voudrais vous d'abord remercier l'école. Je vais parler en français, mais j'ai donné un peu le texte de la présentation aux élèves chiliens pour qu'ils suivent quand même suivent comme ça, pour qu'ils suivent la présentation. Je voudrais vous dire merci, et, pas seulement à l'école, bien sûr, mais surtout aux gens qui ont permis que je sois là et qui ont permis qu'on ait jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas combien d'années d'échanges, mais quand même pas mal. Et pas mal d'élèves français qui sont partis au Chili, un peu moins d'élèves chiliens qui sont venus en France, mais ça va aller, je crois. Et je crois que c'est un lien de long terme qui est très intéressant pour tout le monde. Bon, je suis là pour vous donner un avis, pour vous expliquer un peu plus ces moments chiliens, comme David vient d'expliquer, qui est très particulier. Et je vais essayer de décrire les conditions de ce moment chilien, mais aussi les raisons que je vois au moins pour que ce soit comme ça aujourd'hui. D'abord, la caractérisation de l'architecture chilienne n'est pas une tâche facile. Elle nous met face à au moins 3 défis que je crois qu'il faut préciser tout de suite. Bon, je vous disais en fait qu'il y avait au moins 3 défis au moment que je décide de faire ça. D'un côté, toute architecture est imago mundi, une image de son monde, un miroir de ce monde dans lequel on peut voir un dense tissu des contradictions, des problèmes, des forces, des facteurs, etc. Une explication de l'architecture est donc tout à fait impossible sans connaître un peu ce contexte. Après, l'architecture, comme toute discipline, a un vocabulaire, a des règles de jeu, a un ethos particulier, si on peut l'appeler comme ça. Donc, comprendre l'architecture est en même temps, en fait, bien sûr, on fait l'analyse du bâtiment, mais en même temps, on doit connaître les circonstances et les logiques des auteurs, etc., etc. On ne peut pas voir les bâtiments de façon isolée. Et enfin, cette caractérisation exige, c'est qui est la partie la plus difficile à mon avis, que la personne en charge, ça veut dire moi, soit capable de prendre une certaine distance par rapport au phénomène qu'elle décrit. Une distance qui devrait être temporelle, ce qui est impossible étant donné que les phénomènes sont tout à fait actuels, ou symbolique, ce qui est aussi difficile du fait qu'il s'agit, comme moi, d'un acteur tout à fait local qui fait partie un peu de tous ces phénomènes. La seule chose donc qui me reste à faire est une critique passionnée, pour le dire avec les mots de Baudelaire. Une critique loin d'être objective et neutre, se déclare dès le début subjective et proche des faits dont elle parle. Ayant dit tout ça, l'architecture chilienne a dû faire face à une attention internationale sans précédent pendant les dernières 2 décennies. Même si parfois, ou en France ou en Europe, on connaît un peu plus pendant les dernières 3 ans ou 4 ans, il y a au moins 2 décennies qu'il y a quelque chose qui se passe qui est très important. Avec un nombre d'architectes et des bâtiments qui attirent l'attention de centres de réflexion du premier monde, ce qui est assez nouveau pour tout ce qui s'est passé avant, quand même, au Chili. Avec des bâtiments qu'on connaît assez bien et des architectes qu'on connaît assez bien. Parmi ces cas, les pavillons de Radić, de Smiljan Radić, dans le Serpentine Gallery à Londres, la direction d'Alejandro Aravena dans la Biennale de Venise, ce qui est là maintenant, le Pritzker d'Alejandro Aravena, le Lion d'argent de Pedro Alonso et Hugo Pomarola dans la Biennale de Colas pour le pavillon chilien, la Biennale avant celle qu'on a maintenant. L'importante, très importante d'ailleurs, présence chilienne dans l'exposition Latin American Construction en 2015 dans le MoMA à New York. L'exposition The Poetic of Boxes sur le travail de Matthias Klotz dans plusieurs villes d'Europe. L'article Rough Yet Poetic dans le LA Times, dont je me permets d'utiliser les titres pour cette présentation que je trouve très drôle et très intéressante quand même. Et aussi les abondantes publications et monographies des maisons éditoriales du monde entier qui essayent d'expliquer ou essayent de comprendre ou au moins essayent de donner témoignage de ces phénomènes particuliers. Peut-on dire alors qu'il s'agit d'un phénomène national? C'est ça, je crois, la question. Ou plutôt d'un groupe d'architectes un peu plus grand que d'habitude
qui sont connus au-delà des frontières du pays. Ont-ils des choses en commun? Or, le fait qu'ils ont presque tous étudié dans la même école et pendant à peu près la même période, c'est la catholique en tout cas, l'université catholique. Il y a des choses qui sont drôles, par exemple, la plupart d'entre eux, il n'y a pas que ces architectes qu'on montre là, il y a bien d'autres quand même. Mais parmi ces architectes qu'on montre là, ils envoient presque tous leurs enfants à la même école, qui est d'ailleurs le lycée français. Ça, bien sûr, je n'ai pas une explication pour ça, je l'ai quand même, mais on peut en parler après. On verra la suite, oui, tout à fait. Comment donner quelques pistes alors qui expliquent cette situation d'ailleurs exceptionnelle? Et je vous propose de faire face au moins à une analyse avec 5 facteurs qui à mon avis sont clés et aussi quelques défis que je vois pour le futur. Il faut d'abord tenir compte un peu du contexte historique, bien sûr. Entre 1950 et 1970, le Chili a accueilli avec enthousiasme l'architecture moderne, de façon comparable à ce qui s'est passé dans d'autres pays de l'Amérique latine, comme on a vu l'autre jour dans les cas de Niemeyer, bien sûr. Le Chili a vu dans cette architecture moderne pas seulement une façon d'être à la hauteur de tout ce qui s'est passé dans la discipline dans le monde, mais aussi comme une voie ouverte vers le développement économique longuement souhaité. Si au Brésil, on pouvait trouver Niemeyer, Lucio Costa, Reidi ou Villanova Artigas, et à Venezuela, l'œuvre magnifique de Villanueva, ou au Mexique, Barragán, Juan O'Gorman, juste à titre indicatif, bien sûr, il y en avait plusieurs. Au Chili, ces idées se sont développées d'une façon bien particulière, avec des architectes prestigieux comme Émile Duarte, par exemple, l'agence Bresciani, Valdés Castillo ou Huidobro, Juan Borchers, avec un bâtiment surprenant comme celui qu'on voit dans la photo là, la coopérative électrique de Chillán, et quelques cas absolument hors du commun, comme le couvent bénédictin de Gabriel Guarda et Martín Correa. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter sur les détails de chacun de ces bâtiments, mais c'est un peu pour expliquer le contexte de l'architecture de la période. Même. Et il y a aussi un paysagiste comme Carlos Marner qui a construit quelques espaces urbains très raffinés comme celui-là. Ils ont créé les bases d'un vocabulaire formel, d'une manière de comprendre le rapport entre architecture et territoire, de penser l'espace, qui aura, après, pour la génération actuelle, une très grande influence. Après cette période moderne, que j'ai à peu près dit que c'était entre 1950 et 1970, bien sûr, c'est pas tout à fait comme ça change un peu en dépendant des architectes quand même. Mais après cette période, les architectes chiliens se sont rapprochés d'une nouvelle réflexion dans l'Amérique latine que après on a connu sous le titre un peu généraliste de modernité appropriée. Il s'agit d'une modernité plus appropriée, c'est vrai, à la réalité économique et sociale de l'Amérique latine, aux mœurs, aux habitudes des gens, à ses traditions constructives. Mais cette réflexion, il faut le dire, qui au début semblait tout à fait correcte face à la crise moderne, s'est après associée, dans les années 80 surtout, à celle de la postmodernité, avec les retours vers des formes qui étaient censées, elles, d'être héritières de l'histoire. Postmodernité et modernité appropriée se sont fortement enracinés dans les écoles d'architecture des années 80, qui est une période très importante parce que c'est la période où presque tous les architectes en exercice maintenant ont étudié dans les écoles d'architecture chiliennes, en créant une ambiance de confusion conceptuelle et malheureusement très peu d'œuvres qui ont pu résister le temps. Comment ont-ils pu, les architectes de cette génération d'aujourd'hui, qui étaient dans les écoles à l'époque, prendre distance par rapport à cette formation, hein? Comment ont-ils pu raffiner un langage différent de celui de ces enseignants et du milieu qui les avait formés? La réponse se trouve en partie, je crois, dans quelques architectes de la période moderne qui enseignaient encore dans les écoles d'architecture, même s'ils n'occupaient pas les places centrales, mais aussi dans le fait qu'il y avait quelques centres intellectuels, comme la Católica de Valparaíso, avec le projet de ville ouverte. Je crois que vous les connaissez quand même, parce qu'il me semble qu'il y a eu une exposition, Ciudad Abierta, elle s'appelle comme ça, avec une pensée indépendante et des projets très persistants dans le temps.
Cette présentation va essayer d'illuminer, d'éclairer en fait les conditions de ce moment clé et les facteurs qui, à mon avis, ont contribué à expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Il se peut, et ça c'est une hypothèse, il se peut que la première piste d'un changement soit les pavillons chiliens pour l'exposition internationale de Séville en 1992, des architectes José Cruz et Germán del Sol. Ces pavillons dont un pas très important en avant et prend distance par rapport à la production architecturale chilienne de l'époque. Fait en bois, avec des courbes qui faisaient glisser la lumière, il était très loin de n'importe quelle référence directe à la culture chilienne ou latino-américaine. Il n'y avait pas de modernité appropriée ou quoi que ce soit là. Mais il était très chilien dans un sens, en parlant plutôt de la tradition de construction en bois du sud du pays, de ses forêts, des paysages, mais aussi de la lumière de la vallée centrale, par exemple. Mais ce n'était pas que le bâtiment qui a voulu montrer une nouvelle face du pays. C'était aussi le pays même qui a voulu montrer la nouvelle face. Le pays a voulu prendre une distance par rapport à l'Amérique tropicale, en se montrant comme un pays, je parle de l'exposition là, n'est-ce pas, en se montrant comme un pays plutôt froid, et donc comme un partenaire sérieux, une idée qui était menée jusqu'au déplacement d'un iceberg antarctique jusqu'à Séville, en traversant la planète, tâche digne de Fitzcarraldo. Mais si on pense en fait, le pavillon a fait à peu près la même chose. Là, on voit les ouvriers qui venaient de faire descendre l'iceberg du bateau, j'imagine, pour l'amener jusqu'à Séville. Vous imaginez, c'est en fait l'effort qu'on a dû faire pour garder un iceberg antarctique, pas seulement en traversant la planète, mais pour le garder à Séville avec 42 degrés quand même. C'était assez drôle. Sans idée a priori de ce qu'un projet chilien doit être, déconnecté d'un besoin quelconque d'être latino-américain ou approprié, le projet a marqué un point de départ dans la démarche qui va se dérouler après. Ayant dit tout ça, je vais essayer d'expliquer la situation actuelle à partir de 5 phénomènes que je trouve très importants. Le premier de ces phénomènes est sans aucun doute à mon avis, le retour à la démocratie et la réinsertion du Chili dans la diplomatie internationale. Le Chili a vécu, comme probablement vous le savez, la dictature militaire de Augusto Pinochet entre 1973, l'année d'un coup d'État très violent, et le retour à la démocratie en 1988 avec un plébiscite, une dictature qui était une des pires probablement de toute l'Amérique latine à l'époque. Cette dictature a suspendu les droits civiques, elle a contrôlé la presse et a isolé le pays des rapports avec l'ensemble des nations. Avec ceci, le pays a subi des violations fréquentes aux droits de l'homme, des tortures et de la répression, qui ont été connues bien plus au-delà de nos frontières qu'à l'intérieur, où la presse ne pouvait s'exprimer librement. Quand le pays reprend le chemin démocratique au début des années 90, un monde d'opportunités s'ouvre pour ses habitants. C'était le moment, par exemple, de la massification d'études à l'étranger, qui ont fait possible un rapport direct avec les centres d'avant-garde. Cette situation que je décris a eu des effets importants sur le phénomène d'aujourd'hui. L'architecture chilienne, qui commence à se développer là, n'a pas été donc politique parce que la grande bataille avait déjà été remportée, celle du retour à la démocratie. Très loin des discours des années 80, sans engagement avec la construction d'un projet pour le pays, et épuisé de la bataille politique qui avait été le centre de la discussion nationale pendant des décennies, l'architecture chilienne est née apolitique, sans préoccupation sociale, en acceptant le nouvel ordre social comme un fait, et plutôt ouverte à utiliser la situation pour se bénéficier en matérialisant le projet sans se demander d'où il venait, sans trop de questions. Cette volonté de reconstruction, en oubliant pour le moment les horreurs du passé, n'était pas seulement un phénomène de l'architecture. Le pays complet a fait un peu ça. Le seul qui voulait
rappeler les horreurs du passé, c'était Pinochet lui-même qui essayait d'expliquer tout le monde, comme on voit de l'image, que c'est peut-être la mauvaise mémoire de Julia, la dame de l'image, qui va lui faire, qui va rendre impossible de remplir le chariot du supermarché, parce que c'est avec lui, Pinochet, qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait le remplir, mais pas avant. Mais l'architecture et le reste du pays n'étaient pas dans cette idée-là. Ceux qui défendaient le retour à la démocratie ont adopté tout de suite comme slogan « L'allegria ya viene », c'est la joie qui arrive. Et les tons optimistes, nonchalants, de celui qui ne va pas scruter tout de suite le passé, mais qui va plutôt se réjouir du présent. Comme ça, libéré des traumatismes de la dictature, l'architecture chilienne des années 90 a été néolibérale, sans recherche utopique ni lien avec les mouvements sociaux, sans aucune culpabilité. Plus émerveillé probablement de la nouvelle richesse de quelques-uns que complexé de la pauvreté historique de tous les autres. Ceci explique non seulement l'éventail des projets, mais aussi la rupture avec les discours latino-américains historiques, avec les revendications, avec une idée de modernité qui devrait être, elle, appropriée d'une certaine façon. Et ça a donné, je ne dis pas que ce soit bien, mais je dis que cet écart par rapport au discours historique et politique, ce qui a donné à cette génération l'élan de faire ce qu'ils avaient à faire, ce qui leur semblait correct dans le moment. Le deuxième facteur qui a déclenché cette situation, à mon avis, est la stabilisation économique, la hausse des revenus et l'apparition d'une nouvelle élite. Parce que c'est la même dictature militaire qui a eu tous ces problèmes du point de vue des droits de l'homme, etc., celle qui a eu aussi des effets sur le plan économique très importants. La manque de liberté de la dictature a fait possible l'adoption d'un modèle néolibéral extrême, la diminution de la taille et du pouvoir de l'État et un essor des compagnies privées dans des délais impossibles dans le contexte d'une démocratie. À court terme, parce qu'à long terme c'est complètement différent, on voit là les conséquences à long terme, mais à court terme, le pays a vu améliorer la situation sur le plan macroéconomique, même s'il subsiste jusqu'à aujourd'hui des inéquités évidentes. Le pays a été témoin à l'époque, pendant les années 80, surtout 90, de la naissance d'une nouvelle élite liée à l'entreprise privée, avec très peu d'attaches aux valeurs et aux mœurs de l'ancienne classe dominante chilienne, plutôt propriétaire et liée à l'agriculture, elle. Cette nouvelle élite était avide de trouver des destins possibles pour sa richesse, et elle est devenue consommatrice d'une architecture qui pouvait lui donner du prestige, en chargeant cet argent de dignité, pour la première fois, parce que c'était un argent qui n'avait pas de dignité à l'époque. L'architecture chilienne n'est pas née des commandes publiques, des projets de villes ou de territoires, d'une vision du devenir du pays, mais plutôt des commandes privées, des clients aisés, qui cherchaient des projets capables d'incarner le style de vie nouveau. Si elle manquait la préoccupation politique qui semblait à l'époque épuisée, elle a non plus expérimenté la honte de travailler pour une minorité très peu représentative de la réalité nationale, avec des commandes que ni voulaient trouver une solution pour les grands problèmes nationaux, ni remarquer le fait que les projets qui rayonnaient dans les publications et les biennales étaient hors de la portée de la plupart des Chiliens. Très fière d'elle-même, cette architecture a décidé de rester aveugle des conditions de vie de la grande masse pour connecter directement cette nouvelle élite avec le pays riche, ou ses équivalents dans les pays riches. Toutefois, ça a été cette distance avec les rôles sociaux et politiques de l'architecture d'autrefois, ce qui a permis, d'une certaine façon, concentrer les efforts dans la recherche d'un langage et de laisser de côté les passés postmodernes, qui étaient partie prenante de la formation de l'époque, pour essayer de trouver une nouvelle façon de s'exprimer. Le troisième facteur à considérer est le rôle des universités, et très particulièrement de l'école d'architecture de la Pontificia Universidad Católica. L'essor d'une nouvelle architecture dans le pays est probablement impossible à comprendre sans reconnaître le rôle des écoles,
et très particulièrement de l'école d'architecture de l'Université catholique. Dans un campus petit, isolé des conflits de la politique et de la société, elle a concentré, même si elle a été très perméable à l'influence postmoderne, une poignée d'enseignants et un très grand nombre d'élèves d'exception. Le fait d'étudier dans cette école dans les années 80 et surtout 90 permettait d'être en contact avec quelques personnages d'une influence importante qui défiaient le statu quo de la discipline à l'époque dans un univers réduit qui se sentait plutôt lié au reste du monde qu'au pays du tiers-monde en crise politique auquel elle appartenait. Cette école protégée, dans un campus fermé et privilégié, dont on voit la porte là, a pu se concentrer dans l'architecture tandis que hors de ces portes, le Chili luttait une dure bataille politique. Si elle était pontificale, elle s'appelle comme ça l'école Pontificia Universidad Católica, si elle était pontificale et catholique, dans le nom, c'était plus visible dans quelques rituels formels que dans une préoccupation pour les pauvres et les marginaux. Il s'agit non pas de l'Église aux préoccupations sociales qui protégeait les persécutés politiques, mais de l'Église académique à la recherche de la rigueur intellectuelle. Ça a été dans cet espace intergénérationnel, raffiné et à l'abri des circonstances nationales, avec des liens profonds avec l'élite et les réseaux de diffusion internationaux, que presque tous les traits que l'on associe aujourd'hui à l'essor de cette architecture sont nés. Mais il est aussi important de dire que si l'école d'architecture de la catholique a eu un rôle clé, il y a eu aussi d'autres universités qui ont promu le développement de l'architecture. Parmi elles, l'université Adolfo Ibáñez, qui a commandé à l'architecte José Cruz une série de bâtiments très singuliers et d'une remarquable intégration au paysage de Piémont dans lequel il se trouve. Et inévitablement, je dois y inclure aussi l'université Diego Portales, qui, à travers une décennie, a mené en place un plan d'insertion dans le quartier historique où elle se trouve, ce qui lui a permis une importante innovation des espaces académiques et de recherche, comme aussi le renforcement de son école d'architecture, dont les enseignants ont été les architectes de tous les projets. Le quatrième facteur, alors, est l'importance des éditions et des éditeurs. Il est essentiel de comprendre l'importance d'un groupe d'édition, des livres, mais surtout des magazines consacrés à l'architecture qui ont agi en même temps et qui ont rendu possible l'installation dans le grand public des images d'une architecture de qualité, autant dans les clients potentiels de cette architecture que, à plus long terme, dans l'industrie immobilière à grande échelle, ce qui était probablement la partie la plus difficile de tout ce qui s'est passé. Le fait d'impliquer l'industrie immobilière dans cette nouvelle architecture. Mais tout ça s'est déjà passé. Aussi important que des éditions a été le rôle des éditeurs que, en séparant le bon grain de l'ivraie, on crée une espèce de fil rouge, si on peut le dire comme ça, une cohérence formelle juste à partir de leur capacité de sélection. Sans un discours théorique, au moins dans le début, il a été cette qualité de sélection des éditeurs, subjective mais précise, qui a commandé l'évolution de cette architecture et que, en choisissant ce qu'ils allaient publier et ce qu'ils allaient rejeter, pour qui la porte de cette diffusion serait ouverte et pour qui serait fermée, qui ont marqué sans doute ni démocratie, un chemin à suivre. Et pour finir, en fait, le cinquième facteur que je vois clé dans cette histoire est la coïncidence entre l'architecture et le marketing du pays, du Chili, je veux dire, comme un destin d'un tourisme extrême. Si l'architecture chilienne n'a été ni politique ni sociale dans les années 90, on ne peut pas dire pour autant qu'elle n'a pas été profondément chilienne. Elle l'a été toutefois d'une perspective spéciale, celle d'une presque invention du Chili comme un pays des paysages, un regard qui a installé dans les discours national et international une géographie qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas été centrale dans les discours.
avec un sens du genius loci très précis, les projets de cette génération ont créé une idée du pays en quelques images remarquables. En Chili, où les villes chaotiques et inégales n'existaient pas, non plus les pauvres, non plus les quartiers de banlieue, mais des paysages séduisants avec des projets qui les rendaient évidents, qui le mettaient en valeur. À vrai dire, et même en tenant compte des omissions, cette architecture a montré le meilleur visage du pays, un mix de desserts, fjords, forêts et plages, qui ont bien sûr toujours existé, mais que cette génération d'architectes venait de découvrir, de coloniser, de rendre disponibles pour le grand public. L'architecture de cette génération n'a pas seulement été chilienne, mais elle a installé une vision du pays, pas inventée, mais sélective et filtrée, d'une façon analogue à la description en littérature que le réalisme magique a fait de l'Amérique tropicale, par exemple, qui n'est pas tout à fait la vérité, mais qui n'est pas un mensonge non plus. Ceci a été en même temps la cause et la conséquence d'un très grand essor du tourisme dans le pays. Ces projets ont réveillé un intérêt pas seulement pour l'architecture, mais pour l'ensemble du pays comme destin d'un tourisme qui intéressait quelques-uns. C'est un style de tourisme très particulier, un certain type de voyageurs, avec des images difficiles à oublier, bien sûr. Et maintenant, en fait, je vous ai dit que j'allais vous expliquer les raisons que je trouve très importantes pour expliquer la situation actuelle. Mais aussi, je crois qu'il faut dire 2 ou 3 mots sur les défis pour le futur. Comme on l'a dit, l'essor de cette architecture n'a pas fait partie d'un projet de l'État. Et il n'a pas été commandé par des commandes publiques. Il n'a pas commencé par des commandes publiques. Aujourd'hui, l'absence de l'État est un obstacle qu'il faut tenir en compte. Il ne s'agit pas d'une absence quelconque. C'est une absence lourde, car l'État n'a pas proposé aux architectes quelques préoccupations qui les sont naturelles, comme la planification des villes, par exemple. Le genre de commande a donc eu du mal à s'étendre dans d'autres domaines et de toucher des réalités plus diverses. Si l'architecture au Chili s'est préoccupée du logement social grâce à Elemental, c'est juste ça, c'est pas plus que ça, c'est Elemental et Alejandro Aravena, on ne peut pas dire autant de la ville ni du territoire. Et les villes chiliennes continuent à être aussi ségrégées, diffuses et complexes qu'avant. Le titre de cette image est « Une ville envahie de voitures ». Ce qui est assez évident dans les images que je montre même. Si l'architecture au Chili a eu du mal à s'occuper des échelles publiques, une chose pareille s'est passée avec l'origine des commandes. Le pays a perdu une tradition de concours publics qui ont été très habituels dans le gouvernement démocratique d'avant la dictature. Et que les concours publics, c'est le meilleur système de promotion d'architectes jeunes et des nouvelles agences partout dans le monde, ça on le sait. Il est difficile donc d'imaginer l'avancement de cette architecture vers le futur sans prendre en compte ce genre de problèmes et sans essayer de les résoudre. Mais il y a un troisième et dernier défi que je crois qu'il est le plus complexe et le plus difficile à résoudre. Il s'agit de la naissance d'un sentiment d'insatisfaction, d'une volonté de tout changer, d'une population qui probablement a perdu la foi dans les classes politiques. Et ça, c'est tout récent. Ça date d'il y a, je peux dire, 5 ans, pas plus que ça. Même moins. Même si le pays est largement plus riche que jamais avant dans son histoire, 20 ans de démocratie, après la dictature, n'ont pas atteint le but d'une distribution juste de cette richesse. Le développement, en fait, n'est pas à la portée de tout le monde. Et ceci est la cause d'un mécontentement généralisé, sans précédent, et d'une méfiance envers les autorités et l'establishment.
bien sûr, il y a aussi une critique féroce de tous les signes externes de cette richesse inégale, et parmi ces signes, bien sûr, l'architecture. Ce nouveau Chili, avec une préoccupation mieux éduquée, qui a plus de choses, voit dans cette architecture d'élite l'un des signes de cette situation qu'il rejette. Ça, c'est l'état dans lequel une des manifestations a laissé un bâtiment classé après quelques jours de comment est-ce qu'on dit, Thomas, en fait, occupation, oui, tout à fait, occupation. Et la femme qui vient de rentrer dans le bâtiment pour voir ce qui se passe, c'est la maire de Santiago, qui David connaît d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, ouais, tout à fait. Probablement comme un symbole, je veux dire, la méfiance est aussi un symbole de toutes ces choses qui ne sont pas à la portée de la population. Il faudra donc une nouvelle génération d'architectes, et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'attention à cette nouvelle génération d'architectes, pour reconnecter avec les pays et ses besoins, ses rêves, ses urgences. Bien sûr, cette présentation ne peut pas être une analyse complète de toutes les caractéristiques de l'architecture chilienne. Ça, c'est bien sûr au-delà des possibilités d'une présentation comme celle-ci. J'essayais plutôt de vous exposer quelques données dans Insider pour être capable de mieux comprendre les origines de ce phénomène et probablement un peu de son avenir. Je vous remercie.